Bonsoir, alors j'attends frère Benjamin qui doit arriver. Bonsoir tout le monde, j'attends frère Benjamin qui devrait pas tarder à nous rejoindre avec le père Jean-Marie Petitclerc. Hello, bonjour. On attend encore un moment. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Alors, Oh, du coup, dans le mauvais sens, voilà. Alors, c'est bon. Ok. bonsoir frère Jean-Marie. Bonsoir. Ah, frère Benjamin, on vous voit en moitié. Non. Comment? Mais vous C'est vrai? avez plutôt approché, mais je sais pas, on vous voit un petit peu Ah ouais? en... Nous, on se voit bien là. Ouais, bah, on voit vos têtes sont un peu coupées. Vous avez dû Ah, rapprocher un peu la caméra? c'est pas normal, non, c'est pas normal. Nous, on se voit comme on doit se voir, mais peut-être il faut rafraîchir votre page. Euh, Ouais. je sais pas si vous savez faire. Ouais, voilà. Et Ouais, là, bah, je vous vois très bien, mais je ne vois pas en entier, c'est pas grave. c'est pas normal. Ouais, ouais. Et est-ce que les gens nous entendent bien là dans le commentaire? Dites-nous un peu. Dites-nous un peu si vous entendez bien, si vous voyez bien. Euh, et sinon, on ne sera pas visible. Ouais, confirmez-nous que vous nous entendez, histoire qu'on ne parle pas tout seul. Euh, alors, il y a un peu d'écho, je crois. Ouais, Alors, il y a des oui, super. ouais, trop bien. Oui, nickel. Bon, bah, ça devrait aller. Hein. Bon, eh ben, c'est parti alors. Vous nous voyez. Est-ce que tout le monde va bien, le père Jean-Marie et le frère Benjamin? À fond, hein. On va très bien. Merci. Trop bien, génial. Merci beaucoup, frère Benjamin et père Jean-Marie, d'être disponibles pour parler de l'éducation à l'école de Saint-Jean-Bosco. Voilà, et pour parler de l'actualité de la pédagogie de Jean Bosco encore aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter pour que tout le monde vous connaisse, ceux qui ne vous connaissent pas déjà. Voilà, donc moi, Jean-Marie, donc je suis salésien de Don Bosco. Je suis éducateur spécialisé de métier. Voilà, j'ai travaillé 40 années donc comme responsable soit de foyer d'action éducative accueillant donc des adolescents âgés de 13 à 18 ans, confiés principalement par les juges pour enfants, sous le titre de la protection de l'enfance en danger, soit au titre de la réponse à la délinquance des mineurs, mais j'ai surtout travaillé donc dans les quartiers comme responsable d'équipes de prévention, d'équipes d'éducateurs de rue, qui vont à la rencontre des jeunes dans les quartiers où la jeunesse connaît pas mal de difficultés, faire le décrochage scolaire, la drogue, la délinquance, et d'essayer donc de nouer le contact,
les aider à se mettre au projet. J'ai travaillé en banlieue parisienne, la cité de Chanteloup-les-Vignes et d'Argenteuil, et en banlieue lyonnaise à Vaux-en-Velin, et en particulier dans le cadre de l'association Le Val d'Oco, que j'ai fondée donc à la d'Argenteuil, et qui aujourd'hui s'est développée dans pas mal de quartiers que notre République qualifie. Mini pause. Pardon. Est-ce que vous pouvez, en fait, quand nous on parle, tenter de couper votre micro à vous? Vous voyez, il y a un petit truc micro et peut-être qu'il y aura moins d'écho. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais du coup, il faut pas oublier de rallumer à chaque fois que vous voulez parler. Mais sinon, il y a trop d'écho. Voilà, mais j'ai peut-être. Ouais. Ah oui, donc présentation, c'est ça. Donc Benjamin, donc j'ai l'immense honneur d'être salésien de Don Bosco comme Jean-Marie, donc au service des jeunes, à l'instar de Saint-Jean-Bosco. Et donc moi, là, je suis en communauté et en mission à Giel dans l'Orne, c'est-à-dire on va dire 1 heure au sud de Caen. Responsable, directeur des études, un petit collège, un petit bijou de collège, j'aime bien dire, parce que vraiment c'est chouette. Et on a aussi lycée agricole, lycée professionnel, un gros internat, 300 internes, de l'enseignement supérieur aussi, et donc dans un espèce de comme disait un journaliste, un poudlard perdu au milieu, dans un écrin de verdure, dans l'Orne, voilà. Et puis j'ai plein d'autres casquettes à côté, bien sûr, mais peut-être que beaucoup le savent déjà, puisque je suis pas mal branché sur les réseaux sociaux, des projets artistiques, musicaux. Et puis je viens avec Artege de sortir un livre témoignage où justement je parle beaucoup aussi de ma passion d'éducation, de Don Bosco et tout ça. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Le son a l'air mieux en effet quand je suis au micro, donc je vais essayer de ne pas parler et de vous faire surtout parler. Merci pour ces présentations, trop bien. Donc moi je suis domicile chez Osana, voilà, on travaille pour aider les gens à prier grâce à nos applications en ligne. Voilà, et rassembler le monde entier par Internet. Est-ce que vous pourriez commencer déjà de vous présenter en quelques mots Jean Bosco pour ceux qui n'ont pas la chance de le connaître, voilà, et nous parler de votre relation avec lui. De quoi Jean Bosco, hein? Ah, pardon, oui. Ouais. Jean Bosco, c'était donc un petit paysan du Piémont, né dans une famille pauvre, orphelin de père à l'âge de 2 ans, et je crois qu'on est tous marqués par les événements de la petite enfance, qui fit un rêve, nous dit-on, à l'âge de 9 ans, où il se voit un avenir de prêtre éducateur. Alors c'était un véritable combat contre son environnement, parce que tout le monde est destiné à être paysan, alors que lui voulait absolument étudier, apprendre à lire. Il rentre au collège à 14 ans en 6e, il se fait moquer de lui, harcelé, au point que sa mère est obligée de l'enlever de ce collège après un seul trimestre. Le problème, c'est que le collège le plus voisin était à une quinzaine de kilomètres, ce qui nécessitait qu'il trouve une solution pour se loger. Et donc, il va donc à Kéry et exerce un certain nombre de petits métiers pour se payer son logement. Et en particulier, il passe un contrat avec un barman et en échange de bosser tard le soir, eh bien, il a le droit de dormir sur un matelas sous l'escalier. On voit encore ce petit bar à Turin. Toujours est-il que grâce à une mémoire prodigieuse, donc il réussit à rattraper son retard, il réalise son rêve, il rentre au séminaire, il est ordonné prêtre à l'âge de 26 ans, et puis il a un peu une période de doute. Il refuse les nominations proposées par son évêque, il est proposé d'être soit curé d'une petite paroisse ou vicaire dans une grande paroisse, mais se disant si j'accepte votre proposition, je vais rencontrer les jeunes qui fréquentent l'église, mais tous ces jeunes que j'ai vus à pas d'heure traîner dans les bars, c'est certainement pas à l'église que je vais les rencontrer. Et donc il va sur Turin, choisi comme guide spirituel Don Cafasso, qui était l'aumônier général des prisons, et il découvre la vie de tous ces gamins qui quittaient la campagne. On était en pleine révolution industrielle, parce que les petites fermes familiales n'arrivaient plus à faire vivre l'ensemble de la fratrie, et qui partaient en ville avec le rêve d'une vie plus facile. Malheureusement, ce rêve s'écrasait très vite contre la réalité. Ils se retrouvaient sans emploi. Beaucoup étaient obligés de voler pour survivre. Beaucoup se retrouvaient en prison. Et la rencontre des prisonniers était un véritable choc pour lui, voyant tous ces ados en pleine force de l'âge, dans des conditions de vie absolument épouvantables. Alors,
contact a été difficile, hein, il se faisait moquer de lui, le climat d'Italie était très anticlérical, parce que l'Église était un peu vécue comme suppôt de la monarchie, alors que le peuple commençait à vibrer à l'émergence de la République. Hein, donc, on raconte qu'un jour, donc, il s'écoule en pleurs dans les couloirs de la prison, les insultes redoublent, nous on chale pas sur notre sort, on n'a pas besoin de curé pour chaler sur notre sort, et au milieu de ces insultes, il entend la voix d'un gamin de 13 ans qui dit à son co-détenu, mais si ce prêtre pleure, c'est peut-être qu'il nous aime, si notre mère nous savait ici, peut-être se mettrait-elle à pleurer. C'est la parole de ce môme qui lui fait comprendre son rêve des 9 ans au sortir de la tôle. Il se dit, mais si ces jeunes avaient pu rencontrer avant d'en arriver là, quelqu'un qui su se rendre attentif à leurs problèmes, à leurs difficultés, on aurait pu éviter cette incarcération si néfaste à leur devenir. Autrement dit, donc, Don Bosco a été un peu l'initiateur du concept de prévention, hein. Un des premiers à appliquer ce slogan bien connu des médecins, mieux vaut prévenir que guérir, dans le champ éducatif, et ça donnait mieux vaut prévenir que réprimer. Et il consacra alors toute sa vie à essayer de répondre aux besoins de ces jeunes, besoin de toit pour ceux qui étaient à la rue, besoin de formation pour ceux qui étaient au chômage, besoin de loisirs pour ceux qui étaient désœuvrés, et puis surtout besoin de sens. Hein. C'est un grand vulgarisateur un peu du message de l'Église dans un langage qui pouvait percuter auprès de ces jeunes de la rue, parce que le langage habituel de l'Église s'adressait quand même plutôt à un public plus cultivé. Et rapidement, la tâche devient trop lourde pour un seul homme. Et donc, en 1859, il fait appel à des grands jeunes qu'il a accompagnés, leur disant, mais je vous ai aidé, filez-moi maintenant un coup de main pour accompagner les petits frères. Et c'était la naissance de cette congrégation des Salésiens. Alors, c'est assez extraordinaire, hein, parce que c'est la différence des autres congrégations, hein, où François fonde sa congrégation avec ses copains, Ignace avec ses copains, Dominique avec ses copains. Là, c'est un éducateur qui fonde sa congrégation. Il réunissait une quinzaine de jeunes âgés de 15 à 24 ans. Il y avait juste un adulte. Et vous imaginez, un soir de décembre 59, 15 jeunes réunis dans la chambre de Don Bosco. Un siècle après, 1959, 15 000 Salésiens aux quatre coins du monde. Comme quoi les intuitions éducatives de ce prêtre ont été capables de rencontrer les aspirations des jeunes, je dirais, du monde entier. Et la congrégation donc salésienne est devenue la première congrégation éducative, hein, dans le monde. Ensuite, il a rencontré Marie-Dominique Mazzarello, qui est devenue sœur Marie-Dominique et qui a fondé avec lui un institut pour les filles, parce qu'à l'époque, l'éducation des garçons et des filles ne se faisait pas de manière mixte. Et aujourd'hui, effectivement, les Salésiennes sont elles aussi 14 000, c'est le plus grand ordre féminin mondial, à œuvrer donc auprès de la jeunesse. Et bien, on a un successeur qui est Frère Benjamin. Même moi, j'apprends des choses, merci. Peut-être juste dire aussi que pour que les gens se représentent, hein, on est dans 135 pays hein, à peu près. Hein. 137, oui. 137 pays du monde, donc sur tous les continents, et on a en gros des milliers d'œuvres, et on s'occupe d'entre 1 et 2 millions, je sais pas, plutôt 1 million quoi. Mais enfin, il y a des millions. Puis depuis 150 ans, on peut dire des millions d'enfants et de jeunes qui, grâce au charisme des Salésiens de Don Bosco, ont pu parfois sortir de la misère, parfois des situations extrêmes comme les bidonvilles, l'exploitation au travail, parfois sexuelle aussi, ou voilà, enfin des tas de problématiques très graves. Et même en France, même si on n'a pas ce type-là, type bidonville, on a quand même aussi du taf. Voilà, en tout cas, toujours au service, avec toujours comment dire, un regard particulièrement attentif aux plus fragiles, aux plus en difficulté. Donc moi, par exemple, je suis directeur d'un collège. Je n'ai pas que des élèves profil Don Bosco, c'est-à-dire en grosse difficulté, etc. Mais dans la façon d'accompagner un établissement scolaire classique, on va toujours avoir des antennes, on va développer des antennes d'attention spécialement pour les jeunes les plus en difficulté ou en souffrance. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la méthode préventive de Saint-Jean Bosco. Donc, prévention et attention plutôt que punition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que c'est super intéressant et on en saura plus. Oui. Mais dans le petit traité qu'il nous a laissé, hein, qu'il a intitulé Système préventif, Jean Bosco parle de 2 manières d'éduquer un enfant. Je vais prendre un exemple. Hein. J'imagine un gamin de 2 ans, 2 ans et demi, qui commence à galoper partout, qui tombe sur une prise de courant. Il y a 2 trous. Ici, j'ai 2 doigts. Si je mets les 2 doigts dans les 2 trous, peut-être il va se passer quelque chose d'intéressant.
dans cette situation. Et je pense que de dire, il y a deux manières d'éduquer. Il y a une première manière d'éduquer qui consiste à dire, mon petit bonhomme, si je te vois mettre les deux doigts dans les deux trous, tu vas voir la raquette que tu vas prendre. Dire, faire en sorte que le gamin prenne la bonne décision par peur de ce qui lui tomberait sur la tête s'il commettait un écart. Et puis il y a une deuxième manière qui est d'approcher la main du gamin vers la plaque chauffante de la cuisinière en disant, tu vois, plus je rapproche, plus ça commence à faire mal, tu peux pas toucher. Et tu imagines que la cuisinière, elle prend sa source d'énergie dans ces deux trous. Je branche la prise, la cuisinière marche, je débranche, elle marche plus. Donc tu imagines la douleur qui va être tienne si tu vas aller mettre les deux doigts là où la cuisinière prend sa source d'énergie. Autrement dit, faire en sorte que le gamin prenne la bonne décision parce qu'il a compris qu'il y allait de son intérêt. Alors c'est ça qu'il oppose. Il dit la première méthode qui qualifie de répressive, là suppose la distance de l'éducateur, le directeur encore plus distant, qui doit toujours être un peu synonyme de menace, parce que tout le système éducatif repose sur la menace de punition au cas où l'enfant prendrait le mauvais chemin. Alors que dans le deuxième système, ça nécessite une proximité de l'éducateur, de manière à ce que l'enfant ait confiance dans la parole de cet éducateur, et qui va donc nécessiter, nous dit-il, plus de temps. Enfin, je veux dire, le premier, il suffit de poser simplement l'interdit. Dans le deuxième, il faut être là, écouter l'enfant, à lui expliquer. Mais il nous dit, si cette deuxième méthode est à ses yeux préférable à la première, c'est qu'elle va permettre l'intégration du rapport à la loi. Un jour, le gamin se retrouve tout seul dans la pièce. S'il a été éduqué avec la première méthode, il se dira, il n'y a pas d'adulte, donc je ne peux pas être puni, donc rien m'interdit de faire l'expérience. Alors qu'avec la deuxième méthode, il dit même si le gamin est tout seul dans la pièce, il se dira, ma douleur sera la même que l'adulte soit là ou soit pas là. Le problème, c'est pas la présence de l'adulte. Le problème, c'est mon intérêt. Donc c'est comme ça, effectivement, que Jean Bosco présente au début de son traité ces deux méthodes éducatives, et se fait le promoteur de ce qu'il appelle donc cette méthode préventive, mais qui va être fondée donc sur la qualité de relation entre l'éducateur et le jeune. Toute sa pédagogie est fondée sur cette qualité, parce que si on peut fonder le pouvoir sur la menace, on ne peut fonder l'autorité que sur la confiance. Et donc son grand thème, c'est de dire sans confiance, pas d'éducation possible. Ce qui est important pour l'éducateur, c'est de solliciter d'abord la confiance de l'enfant, de manière à ce qu'il puisse apporter du crédit à la parole qui lui sera donnée. Voilà, pour résumer, enfin, je veux dire, l'introduction que fait Don Bosco de sa méthode préventive. Ouais, alors, je sais pas comment tu l'appliques au collège. Moi, je l'applique comme ça. Mais oui, c'est vrai, mais c'est souvent ce qui donne un style, en fait. Les gens disent souvent, ah, mais ça fonctionne pas comme ailleurs. Il y a donc parce que ça vient colorer la relation qu'on a avec les élèves. Ça colore complètement le rapport. Ça peut surprendre les gens d'ailleurs, des fois. Ils peuvent se dire ouh là là, mais est-ce que c'est bien maîtrisé, est-ce qu'il est pas un peu trop cool, et on peut avoir des côtés cool comme ça parce qu'on est plus dans soigner le lien et dans la persuasion plutôt que la répression. Mais en réalité, je pense, ma petite expérience bien plus jeune que Jean-Marie, c'est que on obtient si j'aime pas le mot résultat, mais on obtient une efficacité pédagogique, enfin une qualité de conséquence dans la vie d'un être beaucoup plus profonde quand on a ce type-là de relation, je trouve. Trop bien, trop intéressant. Je voudrais développer à fond ce thème. Mais du coup, quand j'entends appliquer ça dans l'éducation des familles, ça veut dire que si le jeune décide de ne pas obéir et de faire, une fois qu'il se retrouve seul dans la cuisine, de mettre dans la prise, en l'occurrence, est-ce que du coup, il y a des récompenses ou pas? Qu'est-ce que pense Saint-Jean de ça? Premièrement, et deuxième question, c'est un peu un fil du rasoir, un difficile équilibre de trouver justement le rapport entre affection et autorité, confiance et liberté. Donc la sanction, on peut dire, avec un système. Oui, bien sûr, enfin, comment dire, système préventif ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sanction. Lorsque le gamin commet un écart,
bien sûr, il y a une sanction. On préfère de beaucoup ce terme de sanction à suite de punition, puisque la différence, c'est qu'on sanctionne un acte alors qu'on punit une personne. Donc, dans la punition, il y a toujours un caractère parfois un peu humiliant, alors que pour nous, la sanction, c'est vraiment donc un outil de responsabilisation, que le jeune, s'il a commis un écart, prenne conscience de cet écart et puis soit associé à la réparation des effets de la transgression. Mais vous avez raison d'insister effectivement sur cette affection. Don Bosco est un peu ce pédagogue qui, après la grande rationalisation du siècle des Lumières, a réhabilité l'affectif au cœur de la relation éducative, disant que de toute façon il y a l'affectif, et donc mieux vaut le reconnaître pour être capable de le gérer correctement plutôt que vouloir le nier. Moi, je suis de ceux qui pensent que si aujourd'hui un système scolaire, des enseignants parfois ont des difficultés dans la gestion de groupes d'adolescents au caractère provocateur, c'est que bon nombre d'enseignants continuent d'être formés à la négation de la dimension affective de la relation pédagogique. Or, celle-ci existe et point de vue professionnel, moi j'aime dire, j'ai beaucoup aimé un rapport qui avait été adressé à M. Taquet lorsqu'il était secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Il disait il y a une mauvaise compréhension de cette distance, parce que on assimile le professionnalisme à la distance. Non, il dit c'est pas une distance avec l'enfant, c'est la capacité pour le professionnel de prendre de la distance par rapport à ses émotions, pour effectivement être capable de les gérer correctement. Et donc c'est cette idée que cette distance ne doit pas signifier négation de l'affectif, mais au contraire doit signifier capacité toujours de relire cette dimension affective. Et voilà pourquoi j'aime dire que la pédagogie salésienne ne peut être mise en œuvre qu'en équipe, c'est-à-dire où chacun accepte le regard de l'autre pour superviser un peu son implication affective. Sinon, il pourrait y avoir risque de dérive. Mais en tout cas, Jean Bosco conjugue douceur et fermeté. On sait que quand Paul présente un peu les fruits de l'esprit, il conjugue la force, la maîtrise, la douceur. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours d'être doux vis-à-vis de la personne. C'est pour ça que notre pédagogie s'appelle salésienne en référence à François de Sales, l'apôtre de la douceur. Mais il s'agit d'être ferme par rapport aux réponses à apporter et par rapport au comportement. Et je suis de ceux qui pensent qu'on peut conjuguer à la fois cette attitude de douceur vis-à-vis de la personne de chaque jeune, ce qui n'empêche pas d'avoir une fermeté dans la réponse effectivement à des comportements qui peuvent être parfois transgressifs et pour lesquels il est nécessaire que le jeune soit aidé à pouvoir relire un petit peu son comportement et puis en assumer les conséquences. C'est un des rares moments où on parle d'éducation où j'ai rien à ajouter parce que c'est tellement bien dit et c'est bon, on a un peu aussi un vocabulaire commun, enfin voilà, donc j'ai rien à ajouter là-dessus. Simplement la partie technique, c'est que si vous prenez la parole Domiti, je couperai à mon tour moi le micro pour éviter l'écho qui a fait que les gens n'ont pas entendu votre question. Mais bon, ils ont entendu la réponse, je pense. Sinon, oui, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Peut-être donner des exemples de ce que je vis. Peut-être ça peut être pas mal pour illustrer. Ouais. Non, en tout cas, il faut pas imaginer. Je rebondis, mais que c'est un système sans sanction. Voilà. C'est pas, on n'est pas dans la permissivité, dans le laxisme. Voilà. Ça serait une mauvaise compréhension. Qu'est-ce que je peux... Mais c'est la place de la sanction. Dans le premier système, la sanction est primordiale puisque on se dit les jeunes vont choisir le bon chemin par rapport à la sanction. Dans le deuxième, non. La sanction pour Don Bosco va être individuelle. Elle doit pas être prise en public. Il n'y a pas besoin d'avoir une consonance publique. C'est qu'elle fasse sens au niveau du jeune. Je prends un petit exemple, parce qu'on est dans un collège. C'est la manière finalement de présenter par exemple un règlement. J'imagine que mon voisin veuille présenter la règle que, je sais pas, chaque gamin a un casier, je sais pas, c'est des casiers là, oui. Au niveau du GL, et que bien sûr il faut pas fracturer le casier du voisin. Il y a deux manières de présenter le règlement. Il y a une première manière qui est de dire, mon petit si vous fracturez le casier du voisin, c'est 3 heures de colle. Puis il y a une deuxième manière qui est de dire, mais c'est tellement agréable la vie au collège, si on n'est pas obligé toutes les demi-heures d'aller voir si son casier n'a pas été fracturé, alors on met comme règle, on ne fracture pas le casier du voisin. Mais la règle est faite pour le plaisir du vivre ensemble.
Bien sûr, si le casier est fracturé, il y aura une sanction, dire. Mais c'est pas la sanction qui va être associée au respect de la règle. Le respect de la règle, c'est parce que les jeunes ont compris qu'il y avait de leur intérêt. Et c'est pour ça que Jean Bosco, dans sa pédagogie, accordait beaucoup d'importance au jeu collectif. C'est un pédagogue pour lequel le jeu collectif est un formidable outil éducatif parce qu'il permet cette intégration du rapport à la règle. Une partie de foot, s'il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'arbitre garant de la règle, ça dégénère en violence au bout de 10 minutes. S'il y a une règle, un arbitre garant de la règle, le plaisir de jouer ensemble peut durer 2 fois 45 minutes. Donc l'important, c'est de faire passer le message aux jeunes que la règle, c'est ce qui permet le plaisir de vivre ensemble. Alors que des fois, des ados ont tendance à penser que le plaisir viendra de la transgression de la règle. Qu'est-ce que je veux dire? C'est là l'originalité, effectivement, de cette pédagogie salésienne et qui paraît effectivement toujours d'actualité. Je parle. Couper le micro. Ouais. Merci beaucoup, trop intéressant. On a envie de noter les petits tips qu'on veut retenir. Entre autres, voilà, que la règle permet un bon vivre ensemble. Et en vous écoutant, du coup, je me dis, je pense à quelque chose que j'avais lu dans un de vos livres sur le rêve que Saint Jean Bosco avait fait de la Sainte Vierge. Quelles sont donc les bonnes qualités ou les qualités à avoir pour être un bon éducateur? Voilà. Vous savez, dans le rêve des 9 ans, où effectivement la Vierge apparaît dans son rêve et le Seigneur lui confie comme maîtresse, elle termine par 3, le discours que Marie tient au petit garçon dans son rêve pour être éducateur, c'est soit fort, soit humble et soit persévérant. C'est-à-dire l'humilité qui va se traduire par cette douceur. Il ne s'agit pas de se la jouer. Mais qui se conjugue avec la force, c'est-à-dire que elle conjugue douceur et force. C'est pas la douceur salésienne, c'est pas être mollasson, comme disait tout à l'heure Benjamin, parce que c'est une caricature qu'on fait de nous. Et puis la persévérance, il faut du temps. Et Jean Bosco d'ailleurs aime comparer l'art de l'éducation à l'art du jardinier. Une merveilleuse page dans ses mémoires biographique, où il dit regardez le jardinier là, il sème, il a confiance et puis voilà, il y a un talent dans le cœur de chaque enfant, mais lui son rôle ça va être bien de prendre soin, d'arroser, de veiller à ce que les poules viennent pas manger la graine, mais nous dit-il, il viendrait pas à l'idée du jardinier de tirer sur la tige pour qu'il pousse plus vite. Il faut du temps et c'est un peu les qualités du jardinier que Jean Bosco demande à l'éducateur, qu'il ait effectivement cette patience, cette persévérance, mais cette conviction effectivement que, et bien chacun attend. Prendre un tout petit exemple dans la cité, pour vous dire un peu, parler un peu que la réponse salésienne par rapport à notre époque. Je vois les rodéos. Les rodéos où les jeunes se mettent en danger les autres. Alors la réponse des autorités, c'est on arrête les jeunes, on confisque les motos. Voilà. Je dirais que la réponse salésienne, celle que j'avais expérimentée dans une cité, c'est de se dire mais ils ont quand même des talents. Alors bien sûr, c'est pas possible la manière dont. Et si on faisait une équipe course, donc on a préparé une équipe course avec en gonflant donc une bécane de 50 cm3, en s'inscrivant au championnat de France. Et ça a été très intéressant parce que la première course, après aller voir, ils ont voulu faire une roue arrière au départ, et puis ils sont tous plantés au premier virage. Et après de leur dire attends, ça c'est facile de faire. Et par contre, négocier un virage sur une bécane de compétition en s'assurant que la vitesse en sortie de virage est la même qu'à l'entrée, ça c'est du boulot. Mais c'est toujours se dire ces gamins ont des talents. Voilà. Et à nous effectivement de les repérer et puis d'essayer de leur donner les moyens. Après les gamins qui investissaient, à un moment ils ont réussi à être sur un podium, qui investissaient donc l'apprentissage sur le circuit, ils faisaient plus de rodéo dans les cités. Ça avait plus d'intérêt. L'intérêt, c'était de pousser le talent. Je prends cet exemple-là, mais c'est vraiment la graine, et c'est pour ça que la pédagogie de Don Bosco, c'est d'abord ce regard sur le jeune en se disant, même s'il a des comportements qui sont asociaux, des comportements qui mettent en danger, et sur lesquels effectivement il faut réagir, mais n'allons pas l'identifier à ces comportements, allons plutôt chercher la graine, et Jean Bosco de dire, ben, Powell a repris aussi, que de toute façon, il y a du bon, il y a du bon, à nous d'ouvrir les yeux pour le voir, et à nous de le faire croire. Amen. Si jamais, peut-être aussi, il y a des questions ou quoi, mais voilà, je vous laisse gérer s'il y a des questions. Trop bien, merci beaucoup mon père, super intéressant. Du coup, croire dans les jeunes, visiblement, important.
Et à ce propos-là, est-ce que vous avez des conseils à donner, des tips que vous avez appris auprès de Saint-Jean-Bosco sur comment faire grandir dans les petits, moyens et grands et jeunes et de tout style, que ce soit des cités ou partout en fait, leur estime de eux-mêmes et comment trouver aussi la juste mesure entre l'estime d'eux-mêmes et sans tomber dans l'orgueil, sans être tout le temps en train de les encourager et de leur passer la pommade en fait. Comment faire pour voilà, les faire croire en eux. D'ailleurs, vous avez écrit un livre sur les talents. En vrai, ça m'intéresse que vous nous en disiez un peu plus sur ce sujet. Vous avez raison, hein, combien l'important hein, que chaque jeune, alors je prendrai un terme d'un psychanalyste connu, ait une suffisante bonne estime de soi. Il y a pas besoin d'avoir une estime de soi tellement importante qu'on devient imbuvable pour l'entourage. Hein, et j'aime bien ce terme de suffisante bonne estime de soi, mais ça c'est indispensable. Les adolescents les plus violents que j'ai pu rencontrer sont souvent des jeunes qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Lorsque on arrive dans sa tête à penser que la seule manière de se prouver qu'on existe, c'est d'écraser l'autre, c'est que quelque part, on est à l'appel pour se faire reconnaître par ses propres talents. Donc, les outils, effectivement, je dirais, c'est comment apprendre à l'enfant à mémoriser de la réussite. Parce que c'est comme ça que grandit son capital confiance. Et je vais me dire aux parents, votre premier rôle, c'est de faire la fête quand le gamin fait ses premiers pas. Alors que dans le système scolaire parfois classique, on a tendance à toujours mettre en avant ce qui va pas. Ce qui ne veut pas dire que il n'y a pas d'échec, c'est pas la caricature de la police haïtienne de se dire ah t'es merveilleux, etc. Non, mais vous savez, moi j'aime bien cette devise de Mandela, hein, ou dire je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Soit je réussis. Moi ça me désole quand j'ai des parents qui me disent mon gamin est en échec scolaire, je dis mais non, il est en apprentissage scolaire. Qu'est-ce que vous dites qu'il est en échec scolaire? L'école c'est bien pour apprendre, on ne réussit pas du premier coup. Hein. Bon. Et donc c'est aussi toute l'idée qui va être l'outil de la relecture. C'est donc Bosco, je crois, utilise beaucoup cette idée de relecture lors de ses mots du soir. Hein, c'est un peu caractéristique lorsqu'il fait le bilan de la journée. C'est comment aider l'enfant à relire. Hein. Alors, à relire qu'est-ce qui l'a conduit à réussir, mais aussi à relire qu'est-ce qui a pu fabriquer l'échec. Hein. Et je crois que cet outil de la relecture, un échec relu, c'est un facteur de croissance. Ce qui torpille l'estime de soi, c'est l'échec non relu. Hein, c'est-à-dire que le gamin ne sait pas pourquoi, il comprend pas. Et donc, il aura tendance à se considérer comme nul parce que si on lui donne des billes à chaque fois pour comprendre, eh bien, effectivement, l'échec peut être un formidable facteur d'apprentissage. Enfin, voilà un petit peu comment je répondrais à votre question. Oui, par exemple, ici, on sort d'une soirée jeu d'internat du collège là, et ça m'avait étonné un petit peu la façon de faire de l'éducateur. Et finalement, à la lumière de ce qui vient d'être dit et puis de la pédagogie dans Moscou, je trouve que c'est assez astucieux. C'est un éducateur qui arrive à tenir plus de 50 gamins à lui tout seul à l'internat grâce à un système de points positifs, points négatifs aussi, mais en fait, ce qui va être, les points positifs vont donner droit à des possibilités. Donc on est dans une sanction plutôt toujours positive. Les points négatifs sont juste qui empêchent finalement l'accès, mais ne donnent pas lieu forcément à une sanction. Donc en fait, c'est plutôt un système de valorisation des bons comportements, etc. Et il les responsabilise beaucoup. C'est peut-être le mot-clé aussi qu'il faudrait ne pas oublier d'évoquer en parlant de pédagogie Don Bosco. Je peux en dire deux mots d'ailleurs, mais je commence par un exemple. C'est-à-dire que dans son système, des élèves de sixième peuvent être amenés à être responsables de dortoir le soir. Et les troisièmes qui parfois sont en troisième pro, qui parfois ont redoublé, qui ont 3, 4, 5, 6 têtes au-dessus du petit sixième, et ben il a qu'à bien se tenir. Parce que grâce à ce système, chacun peut jouer son rôle, peut avoir des responsabilités, et donc ça les fait évidemment mûrir. Et ça, la responsabilisation, c'est aussi un moyen clé de valoriser, d'augmenter le capital, comme on disait, de réussite. Nous, par exemple, dans notre collège, on a un conseil de direction des élèves, c'est-à-dire qu'en fait, parce que souvent les responsabilités dans les systèmes scolaires sont souvent un peu légères, c'est un peu du saupoudrage. Je dis pas, il n'y a pas de petites responsabilités, même des petites responsabilités par exemple, de l'entretien de la classe, c'est déjà quelque chose. Hein. Je ne méprise pas ça, mais
moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus loin. Surtout quand on arrive au collège et qu'il y a une réflexion qui se développe, et c'est pour ça que j'ai constitué un conseil de direction des élèves pour les mettre dans les aider, leur apprendre à rentrer justement dans cette capacité d'analyser le collège qui est autour d'eux, voir comment on peut l'améliorer, quels sont les défis, comment on voit notre collège dans 3 ans, rentrer dans les préoccupations d'un directeur. Et ça, c'est un exemple. Et puis toute responsabilité est bonne à prendre pour avoir une occasion aussi de donner une occasion à l'élève, aux jeunes, de briller autrement que éventuellement par sa bêtise, si vous me permettez l'expression. J'ai vécu ça régulièrement, un élève difficile, un élève qui faisait un peu, qui repoussait un peu les limites, que j'ai pu avoir dans mon bureau, avoir un échange, le faire réfléchir là-dessus, la relecture de ce qui se vit, et lui proposer, lui dire, tiens, j'ai besoin de toi pour telle chose, j'ai besoin de toi pour le conseil de direction des élèves. Le jeune, ça l'étonne un peu, et il joue le jeu, et souvent, il va y avoir une amélioration notable, mais vraiment notable, lorsqu'on donne l'opportunité à un jeune, à un enfant, de s'illustrer autrement que par ses bêtises. Merci pour ces super précieux conseils que je note. Je fais une synthèse, mais trop bien parce que ça peut s'appliquer aussi bien à des classes, à des groupes scolaires, qu'à des familles tout simplement, et de tout style, tout milieu, tous âges. La relecture, en effet, ça semble vraiment super important, et la responsabilisation, je trouve ça génial pour motiver les forces d'un enfant ou d'un jeune à servir une cause, entre guillemets, plutôt que de toujours le remettre dans sa case et rester en rapport toujours de éducateur à éduqué. Donc, c'est génial, merci. Est-ce que j'ai une autre question par rapport à l'éducateur. J'avais entendu ça dans une des interviews du père Jean-Marie, que vous aviez évoqué le fait qu'il faut aussi que l'éducateur ait une capacité de se ressourcer, je pense, pour pouvoir éduquer à son tour. Ça m'intéresse vachement parce que c'est quand même une grosse problématique aussi bien pour les profs éducateurs que pour les parents. Comment se remplir pour pouvoir se donner aux jeunes? Euh, euh, alors, ça a pas mal bugué au niveau de votre son. Je recommence? Vous avez coupé votre micro, non? Il y a eu des gros soucis de connexion. Ça bug. Je ne sais pas si c'est chez moi ou chez eux. Oups. Qu'est pas ça? Mince, mince, mince. Qu'est pas ça, qu'est pas ça. Bon, alors je pense que c'est chez eux que ça bug, donc je vais recontacter tout de suite frère Benjamin. Je suis désolée pour les problèmes. Si quelqu'un m'entend, je recontacte tout de suite frère Benjamin. Ça a dû se déconnecter chez eux, je pense. On attend, on attend. Voilà. Ah, voilà. Voilà, super. Non, je disais, on n'a pas entendu la question. Ouais. Si vous pouvez la résumer. Non, j'avais entendu dans une interview du père Jean-Marie qui parlait de l'importance pour l'éducateur de se ressourcer pour pouvoir éduquer. Donc, On n'entend pas. Il y a un problème de connexion. Oh, je sais pas si c'est chez. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Mon père et mon frère? On n'entend pas. Vous nous voyez pas, c'est ça? Si, je vous vois. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Oui, oui, oui. Et vous nous entendez?
Oui, donc je vais couper mon micro, vous n'avez qu'à parler. Ah, on peut peut-être conclure. On peut peut-être faire une petite conclusion parce que l'heure tourne et puis en plus Jean-Marie rentre sur Paris ce soir, c'est ça? C'est la vie un peu folle des Salésiens. Parce que voilà, ça y risque d'avoir d'autres coupures. Donc, une petite conclusion. Ouais, je dirais, pour conclure, on représente souvent Don Bosco sur son fil, hein, couverture de BD, qui évoque effectivement un moment de son adolescence où il faisait des petits spectacles pour les jeunes du village. Le dimanche était jour d'oisiveté et les gamins faisaient beaucoup de conneries. Donc lui essayait de les rassembler et puis il faisait des petits spectacles. Puis ça se terminait par un temps de prière. Mais depuis qu'il a été fait père et maître de la jeunesse hein, par Saint Jean-Paul II, cette image a aussi une dimension symbolique. C'est-à-dire que pour lui, l'art de l'éducation, c'est un peu l'art du funambule, où il s'agit toujours un peu d'être sur cette corde, savoir dire oui et aussi savoir dire non. Un enfant à qui on dit jamais non développera la toute-puissance. Un enfant à qui on dit jamais oui risquera de déprimer parce que il s'agit d'être suffisamment proche, mais aussi de garder une certaine distance, de ne pas être en situation de fusion. Donc c'est toujours un peu sur cet équilibre. Hein. Et on dit que Don Bosco avait ce bon sens piémontais, hein, vraiment les pieds sur terre, qui est peut-être la qualité première du éducateur, c'est de trouver effectivement ce bon sens qui permet de tenir l'équilibre sur cette corde parfois un peu raide. Enfin, je veux dire, hein, quand il s'agit d'être doux mais d'être aussi ferme, d'être témoin d'amour mais d'être aussi témoin de la règle, de savoir dire oui et de savoir dire non. Donc, ces deux images de Don Bosco, c'est le jardinier et c'est le funambule. Et du coup, je rebondirai aussi pour conclure, mais parce que quelqu'un a eu l'amabilité, je crois que c'est Manounette, de réécrire la question. Et c'était un peu les lieux de ressources. Enfin voilà. Petite anecdote aussi sur Don Bosco, puisqu'on a été très focus sur lui, sa pédagogie, plus que sur nos personnes. Et c'est au procès de canonisation de Don Bosco, il y a le fameux rôle de l'avocat du diable qui cherche un peu la petite bête pour voir mais est-ce que un tel est bien sain quoi. Et il y avait cette fameuse question, mais dites-nous avec toute cette activité, ce débordement d'activité, quand est-ce que Don Bosco priait? Et qui c'est qui répondait que c'est qui l'avocat de la cause. Oui, l'avocat de la cause. Oui, mais c'est un cardinal, je sais plus qui répondait, dites-nous plutôt quand est-ce qu'il ne priait pas. Donc, parce que la question nous est posée sur nos lieux de ressources, etc. Évidemment que Don Bosco était un homme de prière intense, non seulement dans du temps dégagé, hein, faut pas imaginer qu'il était que dans l'activité, mais aussi dans cette capacité d'être en contact avec Dieu et de mettre en contact avec Dieu. Parce que quand on met en contact aussi avec Dieu, voilà, par exemple tous les matins, moi je fais de l'adoration avec mes élèves, pour ceux qui veulent. Hein, il y a tout un petit monde qui vient tous les matins. On fait les messes avec les élèves, on vit la prière aussi avec les élèves, quoi. C'est ça qui est la particularité en communauté et aussi avec nos destinataires. Donc bref, on a la prière, c'est évidemment capital, notamment pour ce que vient de dire Jean-Marie, c'est-à-dire le discernement sur cette corde raide. On a régulièrement besoin de se remettre sur le regard du Seigneur pour se dire bon, alors, est-ce que je suis pas trop est-ce que je suis pas trop ça, qu'est-ce qui est avec lui Moi, j'ai beaucoup d'éclairage personnellement. Je sais pas toi, Jean-Marie, mais dans ma prière, j'ai beaucoup d'éclairage sur comment affiner telle ou telle relation éducative. Voilà. Je sais pas. Voilà. Est-ce que on vous laisse le mot de la fin, peut-être l'occasion de dire en parlant de prière à tous ceux qui me suivent là sur les réseaux sociaux et qui nous ont rejoints pour live, surtout abonnez-vous à Hosanna. Il prépare notamment une neuvaine à Saint-Joseph qui va débuter là dans quelques jours. Une énorme neuvaine à Saint-Joseph de malade mental. Je crois qu'on est 70 000 inscrits. Saint-Joseph, il faudra croire que c'est la même chose pour Don Bosco, mais il y a eu la neuvaine pour Don Bosco. 12 000 Don Bosco. Ça va, hein, c'est. Donc, abonnez-vous bien sûr à toutes ces neuvaines qui sont aussi des opportunités de découvrir le visage d'un saint en même temps que d'obtenir beaucoup de grâce, évidemment. Trop bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses, tous ces conseils. Il y en a qui nous ont demandé quel livre pouvait-on lire pour découvrir la figure de Saint Jean Bosco. Je vous laisse peut-être le dire.
Alors, il y a un livre Don Bosco, donc, qui est paru aux presses de la Renaissance, hein, dans la collection des grandes figures chrétiennes, où à la fois il y a un résumé de sa vie, il y a sa pédagogie, sa spiritualité, son héritage. Hein, donc, c'est vraiment tout à fait abordable. Et puis, alors, sinon, je dirais, il y a deux ouvrages que je conseillerais sur la pédagogie. C'est la pédagogie de Don Bosco en 12 mots-clés. Voilà. Et puis, sur la spiritualité, c'est Prier 15 jours avec Don Bosco. Enfin, voilà. C'est un peu de petits ouvrages qui permettent d'approfondir un peu et la pédagogie et la spiritualité de ce prêtre éducateur. Ouais. Voilà, parfait. Et puis, le frère Benjamin parlait de son livre, comme témoignage. Donc, entre les livres du Père Jean-Marie Pédicteur du Père Benjamin, on a déjà de quoi se ressourcer et grandir en pédagogie. Il y en a une trentaine, au moins, 40. Hein. Ouais. Et là, celui-là est déjà vachement bien. Hein. Oui, les écrits pédagogiques. Là, et on pourra éventuellement mettre en commentaire oui. des références. En description. Là, quand vous allez couper le live, vous allez avoir une proposition de partager. Donc, surtout partager, sinon vous risquez de perdre le live. Et comme ça, en descriptif, vous pouvez tranquillement avec des références. Trop bien. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse à fond, que Saint Jean-Bosco nous aide tous et merci infiniment pour tout. Merci, bonne nuit. Bonne soirée à tout le monde. Merci à chacun d'être venu. Bye.